Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au village c'est à Centre-France, ici à Clermont-Ferrand. On est très heureux aujourd'hui de vous accueillir sur ce live sur notre chaîne YouTube pour parler d'un sujet qui est l'entrepreneuriat. On a ouvert nos portes cet été et avec 18 startups qui nous ont rejoints dans notre aventure du village ici à Clermont-Ferrand. Et notre thématique est aussi de parler de sujets qui peuvent intéresser nos partenaires, les grands groupes, les entreprises et les startups. Et il y a quelques semaines, je suis tombé sur un livre qui parlait de l'entrepreneuriat et qui a été écrit par quelqu'un de la région ici à Clermont-Ferrand, qui fait partie d'un grand groupe. Je lui ai proposé de venir juste pour débattre et pour un peu parler de ce sujet, pour voir ce sujet qui est un peu dans l'air du temps aujourd'hui. Depuis quelques mois, à cause du confinement, on a attendu parler de ce sujet. Et je vous propose de passer une demi-heure, 45 minutes sur cette thématique avec notre invité. Vous avez aussi la possibilité, si vous le souhaitez, de poser des questions sur notre chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas et ça permettra d'avoir une session interactive. Donc je remercie Marc Evangelista qui nous rejoint pour cette heure ensemble pour parler du sujet, donc qui est l'auteur de ce livre que vous voyez sur la vidéo. Bienvenue Marc. Bienvenue, merci. Une question Merci toute simple Vincent. au départ. Est-ce que tu peux juste te présenter et parler aussi du groupe dans lequel tu travailles? Juste avant, je voudrais dire qu'on respecte les règles par rapport au Covid. Et on va enlever les masques. On a une distance qui nous permet aujourd'hui d'enlever les masques pour essayer d'être le plus compréhensible possible. Merci Vincent, merci de m'inviter. Donc moi je m'appelle Marc Evangelista, je suis en charge actuellement de l'incubateur pour Michelin, qui est le lieu où se déroule l'entrepreneuriat pour le groupe. J'ai plus de 30 ans de chez Michelin, j'ai travaillé dans différentes fonctions sur différents continents. Alors présenter Michelin, je ne sais pas s'il faut encore présenter le Michelin, mais c'est une entreprise qui a vu ses débuts à la fin du 19e siècle, en 1889. C'est le numéro 1 mondial du pneu, c'est 200 millions de pneus vendus dans le monde. Mais c'est aussi un acteur important dans le domaine de la réservation, de voyage, les cartes, les guides, le guide rouge, je pense, parle à tout le monde, bien entendu. Des choses qui sont peut-être un petit peu moins connues, c'est aussi le numéro 1 mondial des bandes transporteuses. Et puis depuis aussi peu, c'est le numéro 1 mondial de la fabrication additive 3D métal. Voilà. D'accord. Moi, j'ai une question simple en tant que Clermontois, mais aussi client de Michelin. La première réaction, c'était de dire, mais pourquoi Michelin a créé cet incubateur? Parce que vous avez vraiment l'image d'une entreprise qui est extrêmement innovante. Tous les ans, vous lancez de nouveaux produits. Vous nous paraissez à nous clients comme une des sociétés les plus innovantes de la planète. Donc pourquoi avoir créé cet incubateur il y a plusieurs années? C'est une bonne question et ça touche d'ailleurs d'autres grands groupes et pas uniquement Michelin. Alors, effectivement, Michelin innove sur ses marchés depuis très longtemps. Connaît ses marchés, que ce soit le pneumatique, que ce soit le service autour du pneumatique, ou même les expériences de mobilité. Ça, c'est ce qui faisait le cœur de l'entreprise. Mais parfois, on souhaite aller au-delà de ces frontières-là. Et là, ça peut être intéressant d'avoir un incubateur. Alors pourquoi un groupe comme Michelin souhaite aller au-delà de ces frontières classiques? C'est que généralement, comme beaucoup d'industriels, comme beaucoup de grands groupes, l'innovation sur des marchés matures permet tout juste de maintenir des marges, mais ne permet pas de délivrer la croissance que l'on attend. Donc pour chercher la croissance, il faut aller chercher ailleurs. Et il faut donc penser au-delà de ces marchés classiques. Et c'est le rôle de l'incubateur, puisque en fait, moi je fais très peu de pneumatiques, je fais très peu de services pneumatiques, mais je vais aller chercher d'autres types de marchés, comme par exemple celui que j'ai cité avant, de la fabrication additive, mais il y en a d'autres. D'accord. Dans ton livre, tu parles de deux concepts qui sont l'exploration et l'exploitation. Tu peux nous en dire un peu plus dessus? Ça permet un peu de cibler le sujet. C'est le point de départ, en fait. Créer un incubateur, c'est réaliser qu'en fait, quand on part explorer certains territoires, on fait autre chose de l'exploitation. Donc, un groupe industriel, un groupe comme Michelin, et encore une fois, plein d'autres, savent très bien exploiter. Ils font ça depuis des années, c'est leur ADN. Lorsqu'il s'agit d'aller explorer et d'aller se projeter sur des territoires inconnus, eh bien, il faut mettre en place d'autres processus, il faut mettre en place un autre état d'esprit. Un état d'esprit, d'ailleurs, on en reparlera peut-être, qui est plus proche de celle de start-up. Et donc, l'exploration et l'exploitation, il ne faut pas les opposer, il faut simplement réaliser que ce sont deux choses différentes et qu'il faut donc créer ce petit village gaulois, on va dire, parce qu'on est en Auvergne, un petit village gaulois, de personnes qui vont avoir un mindset d'intrapreneur et un mindset qui vont aller permettre d'aller chercher de nouveaux business pour le groupe. D'accord. Et du coup, est-ce que tu peux nous définir l'entrepreneuriat?
Si je prends une définition classique, basique, c'est quoi? Alors l'intrapreneuriat, alors on s'est donné une définition qui est qui est officielle depuis quelques mois, mais l'intrapreneuriat, c'est une démarche par laquelle on va avoir un ou plusieurs employés qui, en association avec l'organisation, vont créer des activités génératrices de valeur et souvent dans l'innovation. D'accord ? Donc c'est un petit peu, je vais caricaturer, mais c'est un petit peu comment créer à l'intérieur d'un grand groupe une mentalité de start-up interne pour justement aller soit réussir vite, soit échouer très vite. D'accord. Et tu parles, tu l'as dans le titre du livre, hein, tu dis que c'était un défi pour un grand groupe. En quoi c'est un défi pour un grand groupe de faire ça? Alors c'est un défi pour un grand groupe puisque justement c'est cette opposition qu'on va avoir entre l'exploration et l'exploitation. Le mindset est très différent. Un grand groupe, quand ça exploite, généralement, un des outils qui est le plus utilisé, c'est ce qu'on appelle la gestion de projet. C'est-à-dire que si je veux avoir un objet à un moment donné, si je veux avoir une production de tant d'objets à tel coût et ainsi de suite, je vais créer un projet. Et si je n'ai pas l'argent pour démarrer ce projet, je ne vais pas le faire. Et puis chaque jalonnement, parce qu'en fait, dans les groupes, on utilise des vocabulaires différents, mais qui parlent des mêmes choses. Chaque jalon passé qui va nous permettre d'avancer vers l'obtention de cet objet vont être faits pour réduire les risques, de façon à ce que quand on va vraiment engager de l'argent, on est absolument sûr que le jour J, on aura une machine qui va produire un objet à un coût donné, une qualité donnée, et ainsi de suite. Et puis d'ailleurs, si ça ne marche pas, le chef projet, il saute, et voilà, c'est un petit peu l'idée. Lorsqu'on va explorer, en fait, on ne sait pas où on va. On ne sait pas du tout. Et à la manière de start-up, on va commencer avec un petit budget. On va commencer avec quelque chose. Ce que moi j'appelle les pertes acceptables, cette notion d'argent qu'on est capable de mettre sur la table pour se dire est-ce qu'il y a ou pas un business potentiel derrière telle ou telle idée, derrière telle ou telle technologie. Et donc on va avancer avec un maximum de risques. Et cette notion de perte acceptable, qui est un des 5 principes d'effectuation dont je parle dans le livre, c'est quelque chose de très différent pour un grand groupe. Ce n'est pas son modèle mental. C'est même complètement orthogonal en termes de modèles mentaux. Donc il faut travailler ce sujet-là. Il faut savoir créer cette espèce de bulle autour des intrapreneurs, tout en réalisant qu'en fait, c'est bien le grand groupe qui les finance. Donc ça, c'est l'opposition avec un start-upper qui, lui, peut avoir plusieurs financeurs. Généralement, un intrapreneur n'a qu'un seul financeur et c'est son employeur en plus. Et donc dans cette logique d'exploration, comment ça s'est matérialisé chez Michelin? C'est-à-dire concrètement, vous avez fait quoi, une société à part, vous avez fait une entité, un département, comment ça s'est matérialisé? Alors en fait, on ne s'est pas réveillé un matin en se disant on va faire un incubateur qui va faire notre entrepreneuriat. Ça ne s'est pas passé comme ça. Ça a commencé il y a quelques années par un grand appel à idées qui a été fait sur plusieurs zones, où on a, au travers de sélections, en fait, pu récupérer des équipes qui allaient travailler sur certains sujets. Et l'incubateur a été créé comme ça. C'était le réceptacle, c'était l'organisation en interne qui pouvait recevoir ces équipes-là et qui les a coachées, au début à l'aide de consultants, et puis après, lorsqu'on s'est doté de notre propre ressources, à l'aide de nos propres coachs. Et puis au fil des années, on s'est aperçu que ce qui était important, c'était de se focaliser sur les personnes. Et que c'était people first avant d'être dans les procédés, les processus qu'on peut mettre en place. Et donc c'est là où on a pivoté il y a à peu près 2-3 ans et on a commencé réellement à miser tout sur les personnes que l'on accueillait, bien sûr avec un système qui permet de récupérer les idées sur lesquelles on veut travailler, une gouvernance qui monte jusqu'au plus haut niveau de l'entreprise pour décider des sujets que l'on souhaite incuber. Et puis tout le suivi et le coaching qui se met en place. Donc voilà, on ne s'est pas réveillé un matin, c'est le fruit en fait d'expérience et de tâtonnement depuis 2014, donc ça fait quand même 6 ans que l'on travaille le sujet. Et ce que j'ai besoin de savoir, moi, c'est, je suis salarié chez Michelin, comment ça se passe? C'est-à-dire, il y a une boîte à idées, je mets un petit carton, je mets mes idées à l'intérieur, je garde mon salaire ou non, j'ai plus de salaire. Comment concrètement ça se passe pour le salarié qui se lance dans cette action? Est-ce si ça ne marche pas, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a eu des cas où ça n'a pas marché? J'imagine oui. Des cas où ça a marché, ça a peut-être créé des entreprises. Est-ce qu'il a le droit de rentrer au capital? Est-ce que c'est beaucoup de questions. C'est beaucoup de questions, mais c'est de se positionner salarié. Comment ça se passe pour lui et, voilà. Alors, tout d'abord, on va parler de la question de qu'est-ce qu'on incube. Donc, on a à peu près 3 grandes sources d'idées. On va avoir bien évidemment les entités business qui existent, qui
peuvent avoir des idées de potentiels marchés qui sont très décalés. On va avoir aussi toutes les technologies que le groupe a, et ça c'est vrai que moi j'ai travaillé aussi avec d'autres entreprises. Se poser la question en son entreprise, voilà, on fait généralement un objet donné, pour nous c'est un pneumatique rond et noir. Et en fait, pour faire cet objet donné, il faut souvent maîtriser beaucoup de technologies. D'accord. Dans notre cas, ça va depuis la récolte de l'EVA, comment saigner un arbre, jusqu'à l'impression 3D métal dont on parlait pour faire des moules avec des sculptures très complexes. Et généralement, toutes ces technologies ont été utilisées pour faire un seul produit. Donc la question qu'il faut se dire, c'est, parmi ces technologies, est-ce que ces technologies que j'ai en fait comme expérience, qui sont ma propriété, est-ce que ces technologies, je pourrais les utiliser pour faire autre chose? Ça, c'est la deuxième source d'idées. Et puis la troisième source d'idées, ce sont... oui, c'est bien sûr sur une plateforme web, mais il s'agit bien d'aller récolter les idées des employés. Alors, on a un processus, on peut peut-être s'attarder un petit peu plus de temps, on a un processus qui est assez particulier, puisque en fait, on va récolter les idées mises dans cette boîte à idées digitale à peu près 3 à 4 fois par an. On ne fait aucun filtre. On va contacter, donc les coachs de l'incubateur vont contacter les personnes qui ont mis des idées. Ils vont commencer par les former et leur proposer une formation pour présenter leur idée. C'est la première chose qu'on fait, c'est qu'on apprend aux gens comment pitcher une idée avec les codes. Alors, déjà, il y a un certain nombre qui vont jeter l'éponge dès le départ, mais d'autres vont continuer. Et ceux qui vont continuer vont passer devant un premier jury, middle management, sans réellement, je dirais, de contraintes en termes de nombre de reçus ou pas de reçus. Ils vont avoir 5 minutes pour présenter leur idée, 5 minutes de questions. Et puis s'ils sont retenus, cette fois-ci, ils vont avoir 3 mois. Ils vont toujours rester dans leur poste, d'accord? Donc ils sont toujours payés par leur entité. On va demander à leur entité et aux responsables de l'entité d'être assez bienveillants pendant cette période-là. Ils pourront venir autant de fois qu'ils veulent à l'incubateur pour travailler. On va les aider au maximum pour arriver à une situation où ils vont présenter leur idée. Cette fois, ils auront 15 minutes. Ce sera devant un parterre de vrais décideurs, puisque généralement, c'était parmi le top 50 de l'entreprise. Et si ces gens-là disent OK, à ce moment-là, ils rentrent à l'incubateur. Voilà les 3 types d'idées que l'on a. Et lorsqu'ils rentrent en incubateur, alors pour répondre à ta question, effectivement, ils vont être mutés. On parle bien de mutation, et ils sont employés par l'incubateur, comme une mutation se ferait classiquement. Voilà. Alors la question, est-ce qu'ils vont être ensuite actionnaires de la société créée? Bon, alors première chose, tout ne fonctionne pas positivement. Il y a des échecs, et c'est normal, on est dans une situation très risquée. Peut-être même qu'il n'y a pas assez d'échecs, on est quand même très très prudent. Donc lorsqu'on lance quelque chose, généralement on se dit qu'on va réussir, mais on a des échecs. Donc effectivement, en cas d'échec, il va falloir valoriser ce parcours. On parlera peut-être de la formation qu'on leur donne après. Valoriser ce parcours de façon à aider ces personnes-là à retrouver un poste à l'intérieur de l'entreprise. Et puis, en cas de succès, généralement, effectivement, les équipes partent avec l'idée. Alors, on a tout eu, de joint venture, on a eu création de division. Parfois, c'était simplement un produit au catalogue Michelin. D'accord. Donc là, on n'a pas vraiment de règles. Tout est possible là-dessus. Et pour l'instant, effectivement, on n'a pas été jusqu'à donner des parts de marché parmi les entrepreneurs. Mais ce serait possible dans l'avenir. Moi, j'ai le sentiment que c'est quand même un programme. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement une structure. Vous avez tout un programme. Tu as parlé de formation. Donc, c'est vraiment un programme qui va amener le salarié qui a une idée jusqu'à peut-être la concrétisation vraiment. Donc, tout ça, c'est structuré. Et vous n'êtes pas tout seul. Vous travaillez avec l'ensemble des entreprises, l'ensemble des départements du groupe. J'ai l'impression qu'on parle beaucoup de RH ou de sens, non? Est-ce que ça parle aux nouvelles générations? C'est quelque chose qui... Effectivement, c'est un programme, parce que pour travailler, il faut qu'on ait des idées en entrée. Donc ça impose effectivement qu'on soit connecté avec un certain nombre de départements à l'entreprise. Et puis, comme je le disais, c'est vraiment axé sur les personnes. Donc un des départements clés avec lequel on travaille, c'est effectivement le service du personnel. Pour justement embaucher, parce que je suis à la fois en embauche constante et en sortie constante, puisque ça rentre, ça sort. Et donc, effectivement, on essaie d'identifier des profils de personnes qui seraient intéressées par développer cette compétence d'entrepreneuriat.
Donc on les forme. Alors c'est vrai qu'on a franchi une grosse étape parce la formation est longue. Elle devient certifiante maintenant, donc c'est quand même un énorme investissement que l'on fait dedans. Et puis pour ce qui est de la question de donner du sens, effectivement, ce sont des postes qui attirent en interne. L'employé qui généralement se plaint parce qu'il est trop cadré, trop de processus, ce qui est le cas pas uniquement de Michelin d'ailleurs, mais un certain nombre de personnes, peut voir dans l'idée d'aller conduire un business, de créer quelque chose, une fonction de donner du sens à ce qu'il souhaite faire. Surtout si le sujet résonne en lui. D'accord. Donc là, on attire par cette notion de donner du sens. Et puis, on voit quand même qu'aujourd'hui, notamment vis-à-vis des jeunes générations, c'est un moyen de leur parler, puisqu'en fait, ce sont des populations qu'on n'attire plus qu'un descriptif de poste. On les attire parce qu'on va leur donner de la perspective, donner du sens à leur fonction. Donc, effectivement, ça aide là aussi. Moi, j'ai un sentiment contradictoire, parce que si tu me dis que ça donne du sens, si je challenge un peu, ça pourrait faire croire que le reste de l'entreprise n'en donne pas. Donc comment vous êtes arrivé à allier les deux, puisqu'il ne faut pas que l'un vienne perturber l'autre, et on a une organisation plutôt classique, hiérarchique, et là une organisation qui est plus projet et plus qui donne du sens et qui va plaire aux nouvelles générations. Comment vous arrivez à manager les deux, puisqu'il ne faut pas que l'un vienne perturber l'autre non plus. Alors, je ne sais pas si on arrive à manager les deux, c'est un peu... Alors, il faut mettre les choses en perspective. Nous, on est quand même... on a eu à peu près 6 à 8 équipes par an, donc on ne parle pas non plus d'une population qui est assez importante. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne peut explorer que parce qu'il y a des gens qui exploitent. Nos salaires d'explorateurs, si je me mets dans les explorateurs, ce sont les gens qui exploitent qui nous le font. Donc il faut rester humble. Il faut encore une fois que ces deux populations ne s'opposent pas mais se complémentent. Et puis le fait qu'on a un mouvement, c'est-à-dire que ça rentre, ça sort, en fait ça permet aux gens de donner des expériences sur ce domaine-là. Maintenant, tout comme à l'extérieur, hein, puis bon, tu connais bien le domaine des startups, c'est pas parce qu'on est bon explorateur qu'on est bon exploiteur. Il y a quand même beaucoup de CIO de startups qui ne passent pas la barre de l'exploitation. Il ne faut pas leur dire dehors. Et dans ton livre aussi, tu parles beaucoup, c'est un concept qu'on utilise beaucoup en entreprise, mais plus vis-à-vis de l'extérieur des parties prenantes. Et là, tu parles beaucoup des parties prenantes. Et donc là, on est en interne, c'est-à-dire l'intrapreneuriat qui se lance dedans, il doit gérer des parties prenantes. Mais, donc c'est quoi ces parties prenantes à l'intérieur du groupe Michelin qui sont un challenge pour lui? Alors effectivement, les parties prenantes en interne sont très importantes parce que je disais, à l'opposé d'un start-upper, un intrapreneur, il connaît son financeur. Il n'a pas à passer un temps fou à le chercher, il sait où il est, et c'est son employeur en l'occurrence. Et son employeur va avoir droit de vie ou de mort sur son aventure exploratoire. D'accord. Là, le start-upper, il peut dire je change, bref. Là, il ne peut pas le faire. Donc, ça va être très, très important qu'il puisse identifier à l'intérieur de l'organisation toutes les parties qui peuvent être impactées, soit positivement, soit négativement avec ce qu'il est en train de faire, de façon à pouvoir les gérer et qui ne s'éloignent pas trop du navire amiral, si je veux dire comme ça, parce que s'il s'éloigne trop, il ne va plus être vu. Il va être et le jour où il va lever le doigt en disant j'ai besoin de quelque chose, on va lui dire mais attends, t'es parti là-bas, on t'a jamais demandé d'aller là-bas. Donc, et ça c'est un boulot qui est très très important, ça prend énormément de temps. C'est une des qualités de l'intrapreneur, c'est sa capacité en fait à faire le dos rond, à revenir, à retourner, à travailler tout ça, en s'éloignant tout en comprenant que il a passé la ligne jaune ou il est allé au-delà et pouvoir récupérer et ramener les parties derrière son aventure. C'est un point important. Tu nous as parlé beaucoup de développement de nouveaux business, mais est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets qui ont été développés grâce à cette technique chez Michelin? On peut parler de une de nos dernières aventures qui est celle de Résicare, que vous trouverez peut-être, ou d'ailleurs si vous allez sur internet, vous tapez résicare.com, vous verrez que peu de choses Michelin, si ce n'est complètement en bas. Et c'est une aventure qui est partie du fait que Michelin possédait des molécules bio qui pouvaient remplacer des molécules qui contiennent des éléments de type perturbateur endocrinien et qu'on utilise dans la production de nos pneumatiques. Et on s'est aperçu que ces molécules-là pouvaient être aussi utilisées dans la réalisation de résines. Donc Résicare propose des résines bio
en cas d'application très concret, des cols à bois, on va dire ça, voilà. Et c'est une société à part entière qui est détenue à 100% par le groupe Michelin, mais qui nous éloigne quand même beaucoup du pneumatique rond et noir dont on parlait. Alors j'espère qu'il y a beaucoup de partenaires des villages qui nous écoutent. Et quelles sont les grandes erreurs que vous avez faites avec voilà, l'expérience? Est-ce que tu peux leur dire, voilà, il y a des choses pour se lancer dans cet entrepreneuriat, il y a peut-être des choses que nous on a vécues qu'on n'aurait pas fait. C'est quoi les grandes erreurs que vous avez faites quand vous êtes que vous avez apprises? On a fait, enfin, je pense qu'on a fait des grandes erreurs. Je sais pas, mais enfin, on a fait 2 choses qu'on ne referait pas. La première, c'est d'être trop axé sur le processus. Il faut être axé sur les personnes. En fait, ce genre d'aventure, c'est la volonté de vouloir développer les personnes, avant tout. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas un processus derrière, il n'y a pas des choses à mettre en place, il n'y a pas effectivement des techniques agiles et ainsi de suite, mais il faut d'abord miser sur les personnes. On ne l'avait pas forcément fait au début, on s'en est aperçu après. Ça, je dis, ce n'est pas forcément une erreur, mais si j'avais à le refaire, je commencerais par les personnes et je le ferais en même temps que je mets le process. Et puis ce grand appel à idées qu'on a réalisé, où en fait, quand vous vous lancez dans ce genre d'aventure, faut faire attention, vous faites parfois plus de frustrés que de gagnants. Donc c'est un outil à manipuler avec parcimonie. Il faut faire très attention. Qu'est-ce que vous allez dire aux personnes qui ont des idées pour lesquelles vous n'irez pas au-delà de l'idée. D'accord ? Et ça, c'est quelque chose, c'est parfois dur de dire non, et c'est parfois dur de gérer le non. Donc ça, c'est important. Et est-ce que vous avez eu des cas de salariés qui ont lancé une idée qui était excellente, mais qui à la fin n'étaient pas les porteurs projets, et vous avez changé les équipes pour mettre une idée qui était très bonne et le faire? Est-ce que ça, c'est des cas qui arrivent? Comment on gère la situation? Parce que c'est pas évident, j'imagine, de dire à un salarié qui a une idée brillante, mais tu l'as dit, hein, il est peut-être très bon explorateur, mais ça ne sera pas un bon exploitant. Comment on arrive à gérer cette situation? On la gère, c'est difficile à dire, c'est difficile à gérer, et encore plus dans une culture Michelin où on ne prend pas l'idée d'une personne. Alors c'est vrai de beaucoup de grands groupes, mais chez nous c'est très fort. Donc effectivement, alors on a eu des cas où la personne l'a réalisé d'elle-même. D'accord. Lorsque la personne ne le réalise pas et qu'il faut prendre des décisions en disant il faut en changer, effectivement, c'est très compliqué. Mais je pense que c'est aussi compliqué dans les startups externes. Et il n'y a pas de raison pour laquelle, en fait, en interne, on soit bien meilleur que ce qui se passe en extérieur. Mais si je le fais, ce que je ressens moi depuis le début, c'est qu'en fin de compte, tu ne me parles pas beaucoup d'innovation, mais tu me parles plus de ressources humaines. Tu nous as parlé de capital humain, de formation, de parcours, de femmes et hommes de l'entreprise. En fin de compte, ça peut se résumer aussi comme un process RH qui vient développer les gens, les personnes, et que les grands explorateurs de Michelin doivent passer par cet incubateur pour être les grands dirigeants de demain? Ou est-ce que ça peut aller jusque-là? J'en serais content, ça serait une belle reconnaissance. Mais non, mais ce que je veux dire par là, c'est que la performance ne sera obtenue que parce qu'on va miser sur les personnes. D'accord. Alors, c'est pas facile. Les personnes peuvent imaginer. On peut tous avoir une idée, y compris avec la personne au départ, que c'est effectivement un bon match et ça s'avère pas être le cas. Donc, il y a des situations pas forcément faciles à gérer, mais moi, je suis profondément convaincu que si vous misez pas sur les personnes, vous n'aurez pas la performance. Chercher la performance en se fichant des personnes qui vont être dans cette aventure-là, ça ne marchera pas. C'est une aventure complexe. D'explorer, s'il y a des rebondissements, il y a de l'émotion, il faut faire des marches arrière, il faut savoir réessayer, reprendre. Donc c'est quand même quelque chose de très différent et de complexe. Et il faut miser sur les personnes pour qu'elles aient les moyens d'aller jusqu'au bout de leur aventure. D'accord. Et j'ai compris que cet incubateur, il était sur Clermont-Ferrand. Est-ce qu'il est ailleurs dans le monde ou pour l'instant c'est Clermont? Est-ce qu'il a vocation à se développer en interne sur d'autres territoires ou on reste sur Clermont? Alors aujourd'hui, il est sur Clermont essentiellement par cette dimension technologique, hein, puisqu'on a un centre de recherche ici qui est très important. Mais on pourrait imaginer effectivement qu'il se développe au-delà et d'avoir d'autres types de plateformes d'innovation encore plus ouvertes dans différentes parties du groupe. Oui, tout à fait. Et pour revenir à ton livre, donc c'est un livre qui est paru récemment, il est en français. Est-ce que tu prévois demain de le faire en anglais? Il est en anglais aussi. Il est sorti en anglais il n'y a pas si longtemps. En fait, de façon... J'ai mal fait mon boulot, toi. Non, mais en fait, de façon un peu particulière, les demandes en anglais ont été très rapides.
Encore une fois, alors je ne suis pas un écrivain, je dirais, merveilleux. Hein. C'est simplement parce que je pense que ce sujet intéresse aujourd'hui. C'est un sujet d'actualité, on en entend parler de plus en plus. Même les universités, les écoles se mettent à faire des options intrapreneuriat. Je pense qu'il va devenir très important pour les grandes entreprises, peut-être même pour les plus petites d'ailleurs. Et donc, et c'est pas un phénomène qui est uniquement français. Donc, effectivement, il existe en anglais. Oui. Ce que je peux témoigner, c'est il sent le vécu. C'est ça qui est intéressant. C'est pas de la théorie, c'est vraiment on sent le vécu. Après, tu as eu l'intelligence de mettre beaucoup de schémas, beaucoup de photos, et donc du coup, on sent que derrière, il y a une vraie histoire. Hein. C'est pas juste la théorie de l'entrepreneuriat, c'est vraiment une expérience vécue du groupe Michelin. Donc c'est ça qui transpire du livre quand on le lit, et c'est pour ça qu'on l'avait apprécié. Et si demain, j'espère qu'il y a des partenaires qui nous écoutent, des villages qui sont intéressés pour aller plus loin, est-ce qu'ils peuvent te contacter? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, Michelin, voilà, vous partagez votre expérience, c'est quelque chose qui est ouvert ou Non, alors c'est quelque chose, on partage beaucoup cette expérience-là. Alors, je peux vous dire, les sollicitations en ce moment sont assez nombreuses, mais on essaie d'y répondre. D'abord parce que c'est pas je dirais un domaine où on a de la propriété intellectuelle. Je veux dire, on apprend nous aussi. Et lorsque moi je partage avec d'autres sociétés qui sont d'ailleurs, ce que j'aime bien, c'est parfois des sociétés qui sont complètement éloignées des nôtres. Parce que ça enrichit en fait les expériences et ils se posent des questions qui ne sont pas les questions qu'on s'est posées et ça nous permet de rebondir nous aussi. C'est pas un programme qui est figé, il évolue en permanence en fait. Et je pense qu'il faut qu'il évolue en permanence. Ouais. J'ai une question aussi parce qu'il y a un moment donné, tu parles de ça dans un des chapitres qui est la relation entre les groupes et les startups. Oui. Peut-être c'est plus vocation des startups. Et tu emploies un mot qui est fort parce que tu dis il y a un moment le concept du baiser de la mort. Donc ça m'a interpellé parce que c'était pas positif. Mais qu'est-ce que tu peux expliquer ça, le concept que, tu as de l'interne d'un grand groupe, hein, pas de start-up. Mais pourquoi tu parles du baiser de la mort quand tu parles de cette relation? Alors, parce que quand on a dessiné le programme, on s'est beaucoup plongé dans l'univers des startups parce qu'on a voulu comprendre comment on pouvait explorer. Donc c'est là-dessus. Et quand on sort, alors quand je dis on, c'est moi et mes collègues des coachs, on a toujours une expression qui nous arrive, c'est on voit souvent arriver un jeune start-upper ou un start-upper qui vient vers nous et qui dit « Ah, Michelin, je suis content de vous rencontrer, on a sûrement quelque chose à faire ensemble. Et nous, on rigole, mais on leur fait des fois, on dit « Écoutez, on peut faire des crêpes, des gaufres, ça on peut faire. Faire du business, ça va être beaucoup plus compliqué. » Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'est pas sur les mêmes univers de temps. Il faut vraiment comprendre qu'un grand groupe, c'est lent. Et même si ça veut être rapide, ça restera lent. D'accord. Pour tout un tas de bonnes raisons, par ailleurs, ça sera lent. Et donc, comme on n'est pas dans le même univers de temps, et que généralement, le grand groupe ne veut pas froisser la start-up ne veut pas non plus poser la question qui fâche, du genre, est-ce que vous avez vraiment besoin de moi? Et ainsi de suite. Donc, le grand groupe va sourire, va prendre du temps, va faire une présentation, une deuxième, une troisième. Et donc, les deux parties, là, semblent s'aimer, semblent s'adorer. Personne ne pose la question qui fâche. Nous, on essaye, et c'est vrai que l'image du Bimindom est aussi là, on essaye d'être bienveillant, on essaye d'apporter et de rentrer là-dedans. Ce qui fait que y en a un qui va tuer l'autre par épuisement. C'est pour ça que j'appelle ça le baiser de la mort. On s'aime tellement qu'en fait, on va se tuer. Et c'est peut-être le conseil à donner aux start-upers, c'est de faire très attention quand vous rencontrez des grandes organisations. On n'est pas sur les mêmes échelles de temps. Et on ne le sera jamais. Donc, il ne faut pas hésiter dès le départ à se dire on a quelque chose à faire ou pas quelque chose à faire. J'essaye, quand je rencontre, de leur donner des réponses sous 2-3 mois, pas plus. Ce n'est pas facile, parce qu'en interne, il y a beaucoup de contacts et beaucoup de personnes à intéresser ou pas. Mais c'est ça le baiser de la mort. D'accord, très bien. J'ai des questions de l'extérieur. J'en ai une qui me demande quel est le parcours type des entrepreneurs ou des intrapreneurs qui sont chez Michelin. Est-ce que c'est des gens qui sont, j'en sais rien, très ingénieurs? Est-ce que vous avez tout type de profil ou pas? Ou est-ce que c'est très typologique? Ah non, on a tout type de profil. Nous, on a des niveaux de responsabilité de poste, mais je peux vous dire que c'est très, très étendu. On procède par job posting. Maintenant, on procède même en speed dating. Et la méthode paraît assez intéressante, c'est-à-dire que non seulement on va faire du job posting, donc on va dire voilà ce qu'on cherche, mais on va aussi expliquer le sujet, parce qu'il faut que ça matche, il faut que la personne. Mais non, on n'a pas de profil type sur un sujet donné. D'abord,
faut imaginer, on va parfois faire du digital en quelques mois, et parfois on va s'attaquer à de la bio, comme j'ai dit, sur la résine, et là, ça va prendre plusieurs années. Donc, c'est pas forcément... Enfin, vous restez souple en termes des personnes qui peuvent nous rejoindre, sachant que de toute façon, il y a une grosse formation. D'accord. J'ai une autre question d'extérieur qui me demande, je regarde, qu'au départ, tu as dit, on a une boîte à idées sans filtre. Qu'est-ce qu'on entend sans filtre? C'est-à-dire vraiment tous les types d'idées sont ouverts, il n'y a pas des thématiques particulières, c'est Alors, dans généraliste la ou- boîte à idées, on va déjà séparer toutes les idées qui touchent à l'amélioration des postes de travail, qui sont à peu près 80-90%. Les idées progrès chez Michelin, ça date pratiquement depuis le début de l'entreprise. Donc, il y a une culture très forte là-dessus. Donc, ça, c'est géré directement par les usines ou par rien. Les idées de business dont on a déjà une ligne business sont traitées par une business. Donc, moi, je vais m'intéresser à toutes les idées qui sortent de ce qu'on fait. Et quand je dis qu'on n'a pas de filtre, c'est qu'effectivement, on se refuse de faire un filtre. On va contacter toutes les personnes, quitte à ce qu'elles arrêtent d'elles-mêmes. Mais parfois, quand certaines personnes expriment une idée sur l'outil, on les écoute, on dit j'ai pas compris, j'ai lu ça, tu me dis ça, c'est pas pareil là, d'accord? Parce qu'en fait, dans leur rôle d'exploiteur, elles n'ont jamais été mises en situation d'exprimer une nouvelle idée. Donc c'est important de les rencontrer. Et finalement, ça ne prend pas non plus beaucoup de temps. Donc c'est pas. D'accord. Une autre question qui vient de l'extérieur. Est-ce que tu as un conseil à donner aux startups des villages, de ton expérience de grand groupe à toi, un conseil pour les startups? Un conseil, c'est de leur dire de surtout faire attention quand elles rencontrent un grand groupe et de bien comprendre que les unités de temps sont très différentes et qu'un grand groupe peut leur faire dépenser beaucoup de temps. Ça peut être énormément intéressant s'il y a du grip, mais très rapidement, il faut poser les vraies questions en disant est-ce qu'il y a vraiment un grip pour moi ou est-ce que vous êtes vraiment au cœur de vos préoccupations ou j'y suis pas? Si je suis au cœur, je reste. Si je ne suis pas au cœur, il vaut mieux essayer de trouver un autre partenaire. Alors, une autre question de l'extérieur qui est intéressante, c'est est-ce qu'on ne prend pas le risque de faire partir les bons salariés, les meilleurs, en faisant ça? Les bons salariés, les meilleurs peuvent partir dans tous les cas. C'est vrai. Non, on prend le risque de les identifier, on prend le risque... Alors, encore une fois, attention, hein, on refait le parallèle par rapport à l'extérieur. Ce n'est pas parce qu'on s'avère être bon explorateur que la suite logique après, c'est d'être exploiteur. D'accord, à l'extérieur, encore une fois, j'avais cité il y a quelques années, j'avais vu une statistique aux États-Unis, il y avait 17% des CIO, des fondateurs au départ d'une start-up qui se retrouvaient CIO à la fin. D'accord, et il y en avait beaucoup qui jetaient l'éponge. Alors, ils restaient dans la structure, mais souvent dans des rôles de business développement ou responsables techniques. Et les autres, soit ils partaient d'eux-mêmes, soit le board les enlevait. Donc, il ne faut pas voir ça comme une montée en grade. D'accord, ce sont des qualités très différentes. Et l'important, c'est que les gens se développent dans ce milieu-là. Il y a des gens dont le profil sera des profils d'exploiteurs tout le temps. Et c'est très bien, et il en faut. Donc, il ne faut pas chercher à dire, parce qu'on va rentrer dans l'incubateur, que d'un seul coup, on va devenir Superman. Non, ce n'est pas vrai. On va faire quelque chose, peut-être qui nous plaît, ou on va avoir une expérience d'exploration qui va peut-être nous convenir, ou pas d'ailleurs. Une autre question du live, c'est quoi la vie d'après intrapreneur? Bah oui, donc ce n'est pas... Parce que là, ce n'est pas CEO, on a compris de la société. Non, alors on a eu des intrapreneurs qui ont des aventures et qui, je parlais à la Colle, qui est maintenant le président de la société, donc c'est pas impossible. La vie d'après, elle saura ce que la personne va en faire. Ça va dépendre de beaucoup de paramètres, hein, suivant si cette aventure va réussir, pas réussir, la volonté de la personne de basculer dans l'exploitation ou au contraire de rester dans de la recherche. Voilà, c'est difficile à dire. Et je ne sais pas si d'ailleurs faut dès le départ se dire, voilà, il y a ce parcours, je ne suis pas sûr. Alors, je regarde une dernière question qui arrive. Il y avait la question en cas de stop, qu'est-ce qui se passe? Donc effectivement... Oui. Gérer la fin lorsqu'on s'aperçoit qu'une aventure ne peut pas aboutir, c'est très compliqué parce que dans nos cultures, on ressent quand même un échec. Alors que ce n'est pas un échec, puisqu'en fait on a fait des itérations, on a dépensé peu d'argent et on s'aperçoit qu'effectivement, là où on pensait avoir
potentiellement un intérêt de business plus tard, on ne l'a pas. Donc il faut savoir s'arrêter, il faut savoir dire bah non. Il y a toujours de l'apprentissage qui est fait. Et on s'est aperçu au travers de plusieurs exemples qu'on a eus que pour les personnes, c'est ressenti comme un échec. Ouais, donc il faut valoriser, il faut surtout bien valoriser le parcours. Et c'est pour ça qu'il y a ces formations, de façon à les aider à retrouver un poste à l'intérieur de l'entreprise qui soit supérieur par rapport à celui qu'ils avaient avant. C'est-à-dire qu'on puisse vraiment utiliser cette expérience-là et que la personne se dise « Ah oui, j'ai pu la valoriser. Voilà. Je n'ai pas réussi mon exploration. Bon, il n'y avait peut-être rien à trouver dans le territoire que j'allais voir, mais j'ai quand même grandi au travers de cette expérience. » Et quel est le rôle du manager qui est à côté Le manager, j'imagine, dans une personne de son équipe part, il doit être fier, mais il faut peut-être le reprendre après. Comment se passe par rapport à l'organisation? Alors, il n'y a pas de retour. Donc, effectivement, pour le départ, c'est une mutation assez classique. Oui, généralement, les managers sont plutôt, sont plutôt contents pour la personne, surtout si cette personne-là s'est beaucoup impliquée. N'empêche qu'il faut toujours remplacer, donc voilà, c'est toujours compliqué, c'est toujours à gérer, on va dire. Et puis après, on n'essaye pas que les personnes, surtout pas qu'elles reviennent dans le même poste qu'elles avaient avant. Donc c'est surtout, faut se dire qu'on y va, on tente l'aventure. Il y a des risques à prendre, tout comme un start-upper. C'est bien de mettre les équipes intrapreneuriales aussi dans des notions de risque, avec une somme donnée maximum, voilà, et qu'ils savent que quand ils signent, alors ils sont payés tous les mois par rapport à un start-upper, mais il y a quand même une notion de risque vis-à-vis du retour. C'est important pour la réussite. Très bien, j'ai quelques questions autour, mais je pense que tu as répondu. Quelle est la variété des entreprises ou des projets qui sont gérés, ou comment postuler, mais tu en as aussi un peu parlé. C'était pour mentionner les gens qui font l'effort d'envoyer des questions, voilà. Peut-être, est-ce que tu as une dernière chose à dire à l'ensemble des partenaires, des startups, des villages, ou de tous les gens qui pourraient nous écouter dans le futur, puisque les gens vont pouvoir regarder en replay cette vidéo? En fait, il y a, on va dire, deux populations. Il y a je dirais, les intrapreneurs, ceux qui sont intéressés par cette aventure d'intrapreneuriat. Et je ne peux que les encourager, ils en sortiront grandis. Ça va les mettre dans une zone d'inconfort très forte. L'employé qui se dit je suis dans un carcan, c'est trop compliqué, j'ai envie de faire autre chose, j'ai trop de processus. Attention, parce que quand on fait de l'exploration, il n'y a plus rien. Et ça peut être panique à bord. D'accord. Mais c'est quand même une aventure très très intéressante. Et puis pour les entreprises qui veulent se doter de ce genre de structure, il faut se lancer. Il faut se lancer dans un domaine de perte acceptable. Il faut d'abord qu'elles réfléchissent combien elles sont prêtes à perdre par an en termes d'argent pour faire des explorations. Voilà. Parce que chaque exploration, il faut se dire que quand elle a démarré, l'argent est perdu. Autrement, on n'est pas dans la logique donnée. Voilà. Mais ça peut effectivement les aider à se réinventer, ça c'est sûr. Donc, je vous rappelle qu'il y a donc ce livre qui a été fait par Marc, L'entrepreneuriat, un défi pour les grands groupes. Bien sûr, je le conseille, c'est pour ça que tu es ici. L'éditeur, c'est Librisphera, c'est une start-up. Une start-up, je connais très très bien l'un des deux, parce qu'on a travaillé ensemble. C'est un retraité start-upper et c'est des amoureux du beau livre. Donc, allez voir leur site aussi, ils ont des objets absolument fantastiques. Voilà. Très bien, et je rappelle pour ceux qui veulent, ils peuvent bien sûr te contacter sur les réseaux sociaux, bien sûr. Acheter le livre, te contacter, et on souhaite bonne chance à tous les grands groupes corporate qui voudraient se lancer dans cette aventure, et aux entrepreneurs qui se lanceraient à créer, avoir ces nouvelles idées et être accompagnés pour les grands groupes pour créer les nouvelles solutions de demain. Marc, je te remercie beaucoup pour avoir passé du temps ici au village Centre-France à Clermont. On va remettre nos masques pour être sûr que on passe de bonnes fêtes. Oui, bien sûr. Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année, un bon Noël, et on se revoit donc en 2021. J'espère qu'on aura l'occasion de refaire ce type d'interview pour vous proposer des thématiques qui sont innovantes. Ça a été pour moi un privilège de recevoir Marc pour parler de ce sujet, de ce livre. Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année et on se revoit l'année prochaine en 2021. Merci beaucoup. Merci Vincent.